Alors une explication, un commentaire de cette carte mentale de corriger qui mérite d'être un petit peu expliqué puisque c'est quand même assez riche et à la question est-ce qu'il s'agit d'un texte féministe, clairement, sans l'ombre d'un doute, la réponse est oui. Alors si on s'intéresse d'abord aux répliques des femmes, on va se rendre compte que c'est surtout Madame Sorbin qui parle, alors c'est normal, hein, elle est issue du peuple, et en tant que femme du peuple, elle a moins d'instruction, moins d'éducation, elle est tenue à moins de réserve aussi qu'une femme issue de la noblesse, donc c'est elle qui va porter la parole la plus virulente, c'est elle également qui va porter la force comique, on va le voir en parler un petit peu, puisqu'il s'agit d'une comédie de Marivaux. Alors si je dois commenter quelques éléments, je ne vais pas revenir sur tout, je vais m'attarder notamment sur le fait qu'elle va vraiment affronter son mari, ça va être très frontal, très agressif, alors c'est pas du tout le même ton qu'Agnès dans la pièce de Molière, on se rend compte qu'elle, elle n'hésite pas à y aller, et notamment je voulais commenter cela, mais par bonheur cela se passera avec une ordonnance, je dresserai des lois aussi, moi. Ici, je rappelle le principe de la forme emphatique sur lequel je vais revenir, c'est quelque chose que nous avons vu en séquence numéro 2, en octobre, ça commence à remonter un peu. Je vous rappelle que la forme emphatique, l'emphase, cela consiste à mettre en valeur un élément de la phrase. Alors ici, en reprenant le pronom personnel sujet par un pronom personnel qui est passé à la fin de la phrase, moi, on voit combien Madame Sorbin est déterminée, combien elle est pleine de conviction, et elle affirme qu'elle va jouer un rôle personnel. Donc on a vraiment quelque chose ici de très marqué, de très virulent, qui se renouvelle avec le comique, hein, de la façon dont elle s'adresse à son mari à la fin, mais va porter ta face d'homme ailleurs. Comme si elle était tellement en colère contre les hommes que pour elle, face d'homme, c'est devenu une insulte. Donc vous voyez que sur plusieurs tableaux, la critique se joue. Si je dois revenir sur un autre élément, je prendrai la remarque qui est en haut, avec cette critique de la toute-puissance. Alors ça, omnipotence, c'est ce que ça veut dire, c'est du latin, omni ça veut dire tout, potence ça veut dire puissance. Les hommes possèdent tous les pouvoirs. Ce n'est même pas qu'il y a un mauvais partage, c'est qu'il n'y a pas de partage. Et donc cela grammaticalement s'exprime aussi. Vous voyez l'usage de la phrase non verbale, des hommes, un homme, qui est souvent répété, toujours des hommes et jamais de femmes. On a l'antithèse avec vraiment, qui est marquée par les hyperboles. Mais ce que je voulais souligner comme commentaire dans ma carte mentale, c'est l'emploi du pronom démonstratif ça. Toujours des hommes, jamais de femmes, et ça ne nous entend pas. C'est la fin de l'extrait, c'est Madame Sorbin qui le dit naturellement. Et vous voyez qu'ici, le mot peut-être le plus insultant, c'est le pronom démonstratif neutre, ça. Je vous rappelle que le pronom démonstratif neutre, il est utilisé pour désigner ce qui n'est pas humain, un objet, un animal, qui ne pourra pas être au féminin ou au masculin. Normalement, elle aurait dû dire « toujours des hommes et jamais de femmes » et « ils ne nous entendent pas ». Entendre a ici le sens de comprendre. Mais elle enlève cette humanité aux hommes et elle les réduit avec ce pronom très péjoratif. Donc vous voyez combien la grammaire ici peut soutenir l'analyse du texte. Si on passe du côté des hommes, on voit combien Monsieur Sorbin est agressif tout de suite sur la première réplique. « Ah, tais-toi avec tes femmes, et il est bien question de rire ». Il ne prend pas du tout au sérieux sa femme, mais je voulais attirer votre attention sur l'importance des remarques grammaticales que je propose ici. Alors l'interjection, ce mot exclamatif qui traduit un sentiment, ah, là il s'énerve, la phrase exclamative est injonctive, je vous rappelle que la phrase injonctive, elle donne un ordre, donc là on a l'impératif, tais-toi. Et puis quelque chose que le lecteur, le spectateur, puisqu'il s'agit de théâtre, de 2020, ne comprend peut-être pas, c'est l'importance du tutoiement. Vous voyez qu'on parle encore de pronoms, hein. Cela souligne combien cette leçon grammaticale peut être importante, utile quand on commente un texte. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, on ne se tutoie pas. Le tutoiement est plutôt méprisant. On ne tutoie pas quelqu'un qu'on considère comme étant son égal. Quelqu'un qu'on considère comme étant son égal, on le vouvoie. Si on tutoie, c'est qu'on considère la personne comme étant inférieure. On va tutoyer un serviteur, par exemple. Donc ici, vous remarquerez que Madame Sorbin vouvoie Monsieur Sorbin, mais lui, il la tutoie. Donc c'est aussi le signe qu'il se sent supérieur à elle, et cela passe peut-être inaperçu pour le lecteur, le spectateur de 2020, mais ça a son importance. Donc ils ne prennent pas du tout au sérieux le discours des femmes, et je voulais, pour finir, attirer votre attention sur l'usage que je fais dans cette carte mentale du lexique de l'analyse théâtrale. Vous voyez combien les didascalies étaient importantes, ces indications de jeu de scène, de mise en scène que place l'auteur, il insiste sur le rire. Il rit beaucoup en entendant les femmes prétendre avoir un rôle à jouer dans la société qu'ils sont en train de construire. Donc c'est beaucoup répété.
On a tout un champ lexical qui se développe, bon, vous lirez cela, c'est inutile que je commente. Et en réaction à ces rires, en réaction à ce mépris manifesté par les hommes, il va y avoir un durcissement du ton, et c'est là que j'ai parlé des stichomities. Quand Arténis commence à s'emporter elle aussi, elle prend très mal le fait que les hommes ne les prennent pas au sérieux, et les stichomities, je vous rappelle que c'est un enchaînement de répliques courtes, brèves, qui est souvent utilisé pour signaler un moment de conflit, de tension. Alors si on avait dû renouveler le fait d'une analyse linéaire, comme on l'a fait pour le texte de Molière, on aurait eu ici un mouvement supplémentaire, vous voyez, quand l'échange entre les hommes et les femmes devient de plus en plus tendu et de plus en plus violent. Les stichomities auraient été un indice de ce basculement dans une étape différente du dialogue. Donc, comme d'habitude, je vous signale que vous n'avez pas à tout recopier, ce serait une vraie perte de temps, lisez cela, cherchez à le comprendre et revenez vers moi si vous avez des questions.